Steven Freeman était un jeune Sud-Américain de 23 ans vivant une vie de rêve avec son amour de lycée. Malheureusement, les choses n'allaient en réalité pas aussi bien que ça pour eux. Les deux amoureux de la nature et de la chasse vont tout doucement rencontrer des problèmes de couple. Et même si les deux avaient voulu appeler la police à de nombreuses reprises, l'appel qui sera donné au 911 arrivera bien trop tard. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Steven Freeman, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une affaire qui est assez compliquée, je vais pas vous le cacher. C'est très dur de démêler le vrai du faux. Il y a deux parties comme souvent et c'est vrai que ici, voilà, vous allez voir, mais même les jurés lors du procès vont avoir vraiment beaucoup de mal à comprendre ce qu'il s'est réellement passé et un petit peu pour désigner un réel coupable. Vous allez voir, c'est une histoire bien spéciale et je suis très heureuse de pouvoir vous la raconter aujourd'hui sur ma chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci énormément à tous ceux qui sont abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram. Je partage un petit peu ma vie et puis comme ça on peut un peu plus discuter. Donc voilà, n'hésitez pas à venir aussi vous abonner. Et maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Steven Freeman est né le 1er janvier 1996 et a grandi aux États-Unis, proche de la ville de Griffin, dans l'état de la Géorgie. Il y a vécu avec sa mère, Jennifer Grubbs, dont il était très proche, mais également avec son père, Troy Freeman, dont j'ai pas trouvé spécialement beaucoup de photos. Par exemple, il y a beaucoup de photos de Steven et sa mère, mais j'en ai trouvé aucune avec son père. Donc voilà, je ne sais pas exactement où il est dans le décor. Mais en tout cas, il a aussi grandi avec son frère qui s'appelait Blake Freeman. On a décrit Steven comme étant le genre de gars qui était un peu l'ami de tout le monde. Il était très dynamique, il avait un grand cœur, il avait toujours un grand sourire et était extrêmement proche de sa famille. Sa mère dira d'ailleurs que son seul défaut était de trop aimer et qu'il n'avait jamais eu peur de dire « je t'aime ». C'était aussi un jeune homme typique sud-américain ayant grandi à la campagne. Il était très tourné vers la religion et ses activités préférées étaient tout ce qui concernait le plein air. Il aimait chasser, pêcher et faire du camping. Pour lui, en soi, se retrouver dans la nature, c'était un vrai moyen d'avoir un petit coin de paix à l'abri de tout. Mais mis à part ça, eh bien, quand Steven avait 16 ans, il était bien évidemment encore au lycée, mais c'est à ce moment-là qu'il va commencer à sortir avec une certaine Marie-Catherine Hickton, qui était dans la même classe que lui et qui avait donc le même âge. Marie-Catherine a été décrite comme une jeune fille vraiment très gentille et entre elle et Steven, ça a vraiment été le coup de foudre. D'ailleurs, dès qu'ils se sont connus, dès qu'ils ont commencé à sortir ensemble, après ça, ils ne se sont plus jamais lâchés. Même quand ils ont été diplômés et quand ils se sont lancés dans la vie active, ils ont continué la vie à deux. D'ailleurs, tout le monde dira que ça se voyait qu'ils avaient de forts sentiments l'un pour l'autre. De plus, c'est vrai que Marie-Catherine avait elle aussi une grande passion pour le plein air. Elle et Steven adoraient se mettre dans la boue dehors ou même simplement rester assis dans les bois pendant des heures. Les deux aimaient également chasser le cerf, d'ailleurs après ils le cuisinaient ensemble et tout ça, eh bien, ça les rapprochait parce que c'était des activités qu'ils faisaient beaucoup à deux. D'ailleurs, il faut savoir qu'après le lycée, ils ont directement décidé d'emménager ensemble dans leur toute première maison et à partir de là, ils ont commencé à travailler pour se former un bel avenir ensemble. Steven a alors décroché un emploi dans une société qui répare des toits et Marie-Catherine, elle, avait un emploi bien typique des États-Unis. Elle travaillait en fait dans un magasin de sport et vendait des armes à feu. On lui avait d'ailleurs appris à tenir, gérer et sécuriser chaque type d'arme en toute sécurité, donc c'est vrai qu'elle s'y connaissait assez bien. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, Marie-Catherine a décidé de changer de travail pour un peu plus s'épanouir. Elle a alors commencé à travailler en tant qu'assistante d'enseignement préscolaire. Pour elle, c'était réellement important de donner un sens à sa vie et là, elle aimait pouvoir travailler à développer des jeunes esprits. Et donc à ce moment-là, nous étions en 2018. Et donc le couple avait 23 ans et d'apparence
tout semblait toujours très rose dans leur parfaite petite vie. Malheureusement, en réalité, les choses étaient un petit peu plus compliquées que ça et le couple avait en fait des problèmes dont seules quelques personnes étaient au courant. Selon certains amis de Steven, il leur avait parlé du fait que Marie-Catherine avait de très gros problèmes de possessivité. Selon lui, elle pouvait se montrer obsessionnelle et lorsqu'elle n'était pas contente, elle pouvait également être agressive envers Steven. D'ailleurs, certains amis du couple diront avoir déjà vu de leurs propres yeux Marie-Catherine être violente physiquement avec Steven. Et d'ailleurs, ils préciseront qu'ils ne l'avaient pas vu une seule fois, mais ils avaient vu ça à plusieurs reprises. Mais attendez, parce qu'il y a vraiment pire. Steven s'était également confié et avait dit avoir été menacé à plusieurs reprises par sa copine, et selon lui, elle lui aurait rappelé d'un ton très menaçant à quel point elle savait se servir d'une arme à feu, vu qu'elle avait travaillé en magasin un certain temps. Le plus glaçant ici, c'est que le couple avait plusieurs armes à feu à leur domicile et qu'il était déjà arrivé que Marie-Catherine en brandisse une devant le visage de Steven lorsque le couple se disputait. Il arrivait même parfois qu'elle fasse du chantage affectif à Steven en collant une arme à feu directement sur sa tête et en le menaçant de mettre fin à ses jours si la dispute ne cessait pas, par exemple. Donc, en sachant ça, on commence à comprendre que dans ce couple d'apparence parfaite, il y avait une ambiance en réalité vraiment très toxique. D'ailleurs, un jour, Steven avait envoyé un message à l'un de ses amis pour dire à quel point il avait peur que sa copine se serve des armes présentes dans sa maison. On y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est vrai que ce message est assez glaçant parce que dans ce message, Steven explique qu'il regarde ses armes et qu'il a peur rien qu'à les regarder. Mais c'est vrai qu'on peut y comprendre là qu'il a peur pour sa propre vie ou qu'il a peur pour la vie de sa copine, vu qu'elle a tendance à avoir des comportements autodestructeurs. Mais bon, dans tous les cas, il avait peur des armes à feu vis-à-vis de sa copine. Avec tout ça, évidemment, Steven n'avait plus très envie de rester dans cette relation de couple. Mais selon lui, s'il partageait à Marie-Catherine son désir de rompre avec elle, eh bien, il était fort possible que son instabilité mentale l'entraîne à mettre fin à ses jours ou même l'entraîne à s'attaquer directement à lui. En fait, il voyait bien que c'était assez systématique. Dès qu'il y avait un problème, Marie-Catherine se tournait vers les armes et donc à cause de ça, eh bien, il a décidé de rester avec elle par peur, sans doute. Après, on va pas se mentir, ça avait l'air d'être un couple toxique comme je l'ai dit, donc je suis sûre que il y avait un côté aussi où ils s'aimaient, que c'était violent, mais qu'ensuite ils se pardonnaient. On peut imaginer ça et donc que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle il ne l'a pas quitté. D'ailleurs, ça, ce que je vous ai dit, c'est la version de Steven à ses problèmes de couple. Il faut savoir que Marie-Catherine se plaignait également de la toxicité de son couple à ses proches. Elle avait d'ailleurs accusé Steven d'être le véritable agresseur dans le couple et elle avait dit qu'il avait un gros problème de colère. Selon elle, il avait des explosions de violence et l'avait déjà agressé sexuellement. Donc voilà, sachant ça, je pense que les deux dans ce couple avaient des torts, que c'était loin d'être un couple calme et stable. Les choses allaient mal pour eux et je pense qu'à ce point-ci de l'histoire, vraiment à ce point-ci, c'est difficile de dire qui est le méchant et qui est le gentil. D'ailleurs, c'est rarement le cas dans la vie, les choses sont pas aussi binaires. Mais voilà, je pense que les deux avaient des torts. D'ailleurs, on a retrouvé des messages que Steven avait envoyés à Marie-Catherine et quand on les lit, eh bien, on peut clairement voir qu'il était assez violent dans ses propos. Mais ça encore, vous allez voir, j'y reviendrai. De plus, la sœur aînée de Marie-Catherine a déjà remarqué des bleus sur son bras et c'était des bleus un petit peu comme si on l'avait empoigné. C'était pas des bleus comme si elle s'était cognée quelque part. Donc, rien que ça montrait qu'elle aussi souffrait de violences conjugales. En fait, ce qui est assez dingue dans cette histoire, c'est que la famille de Marie-Catherine avait peur pour elle vis-à-vis de Steven et la famille de Steven avait peur pour lui vis-à-vis de Marie-Catherine. Leur relation allait mal, elle devenait même dangereuse, mais malheureusement, aucun d'eux n'a osé franchir le cap de la rupture et aucun d'eux n'a jamais appelé la police. En tout cas, jusqu'au jour fatidique du mercredi 1er août 2018. Ce jour-là, c'est Marie-Catherine qui a composé le numéro du 911. Lorsque l'opératrice a décroché, elle était alors en train de sangloter et elle dira qu'il y avait eu un horrible accident. Elle expliquera en pleurs qu'elle avait voulu donner une arme à feu à son petit ami Steven, mais que l'arme s'était accidentellement déchargée sur lui. Elle dira que les balles étaient arrivées dans son cou et qu'il s'était vidé de son sang. Selon elle, il était à présent décédé. Mais je le redis, au téléphone, elle va pas parler de dispute de quoi que ce soit,
selon elle, c'était simplement un accident domestique avec une arme. Et clairement aussi, elle paraissait totalement dévastée. Au final, la police est arrivée sur place et a alors découvert une scène assez spéciale. Déjà, ils vont voir le corps de Steven allongé sur un matelas dans le salon. Ce qu'elle avait dit était exact, il s'était effectivement pris une balle dans le cou et s'était donc vidé de son sang. Par contre, peut-être que vous vous demandez pourquoi il y avait un matelas dans le salon, je me suis posé la question. J'imagine qu'il dormait là, je sais pas trop, ça avait l'air d'être un peu très mal rangé chez eux, disons ça comme ça, et voilà, je sais pas, ils avaient mis leur matelas dans le salon. Mais donc voilà, déjà ça c'était un petit peu étrange, mais surtout, il y avait clairement les traces d'une dispute violente. Pour vous dire, les enquêteurs retrouveront une assiette cassée au sol avec un petit peu plus loin le repas, un steak, lui aussi sur le sol. Donc en gros, on aurait dit que lorsque le couple se préparait à manger, eh bien une dispute assez violente avait éclaté entre eux. Autre chose qui va aussi assez choquer les enquêteurs, c'est le nombre d'armes à feu présentes dans la maison. En soi, c'est légal d'avoir des armes à feu aux États-Unis. Dans le sud, les gens en ont, le fait qu'il y en ait beaucoup, c'est pas un problème en soi. Mais là, le fait qu'ils les laissent traîner un petit peu partout dans la maison était quand même assez étrange. Sinon, pour ce qui est de Marie-Catherine, les autorités vont la trouver sur place en train de crier, de pleurer de manière totalement incontrôlable. La police l'a alors transportée jusqu'au commissariat, mais ils ne lui ont pas mis les menottes. Une fois sur place, ils vont alors l'installer dans la salle d'interrogatoire et elle va d'ailleurs y rester pendant de longues heures. Vraiment, cet interrogatoire va durer longtemps et on va un petit peu passer par toutes les émotions. Mais déjà, pour commencer, les enquêteurs vont remarquer que sa version des faits a un petit peu changé. Donc on se rappelle, à l'opératrice du 911, elle disait avoir donné une arme à feu à Steven et que, voilà, elle était chargée et par accident, eh bien, une balle avait été tirée et il l'avait reçue directement dans sa gorge. Ça, c'est donc sa toute première version des faits, mais là, ce qu'elle va dire à la police va un petit peu différer parce que cette fois, elle dira avoir lancé l'arme à feu à Steven et que dans les airs ou en la rattrapant, eh bien, une balle était sortie et pareil, lui était rentrée dans le cou. Pour sa décharge, elle rappellera qu'elle avait été vendeuse d'armes à feu et qu'elle savait qu'il ne fallait jamais laisser de balles à l'intérieur. Elle dira que oui, il y avait des armes à feu qui traînaient un petit peu partout chez elle, mais elles étaient toutes déchargées, donc il n'y avait pas vraiment de problème là-dedans. Mais voilà, elle dira que sans doute la dernière fois qu'elle a utilisé le fusil qui a tiré dans son petit ami, elle avait dû oublier une balle ou deux, elle avait dû oublier de le décharger. Et voilà, c'était encore une fois un accident, elle ne savait pas vraiment comment ça avait pu arriver, mais oui, elle reconnaissait que c'était de sa faute, qu'elle ne savait pas que le fusil était chargé, qu'elle croyait réellement avoir enlevé toutes les balles. Mais bon, en parallèle, des agents de police vont analyser l'arme du crime et ils vont vite remarquer qu'il y avait un peu de graisse sur la culasse de l'arme. Bon les amis, je m'y connais pas du tout en arme à feu, mais il y a une chose que je sais, c'est que pour charger une arme, il faut un petit peu tirer pour la charger et tirer vers l'arrière. Donc c'est quelque chose qu'on fait manuellement. Là, les policiers vont remarquer une trace de graisse sur ce qu'on est censé tirer en arrière pour charger le fusil. Et donc ça voulait dire que quelqu'un l'avait chargé juste avant. Et d'ailleurs, la graisse retrouvée dessus, c'était de la graisse de cuisson et justement, Marie-Catherine venait de faire à manger. Donc avec ça, avec cette graisse retrouvée à cet endroit, on savait qu'elle avait chargé le fusil juste avant. À partir de là, on savait qu'il ne s'agissait plus d'un accident, mais bel et bien d'un acte criminel. Les enquêteurs qui étaient en plein interrogatoire vont alors être mis au courant de cette découverte et ils vont en informer Marie-Catherine. Suite à ça, elle va alors décider de s'ouvrir aux policiers et va tout avouer. Ok, elle a avoué, les choses auraient pu s'arrêter là en soi, on avait l'aveu, on pouvait aller au procès, mais les choses vont être bien plus compliquées que ça. L'enregistreur présent en salle d'interrogatoire va avoir un bug au moment des aveux et on ne va absolument rien entendre à part un gros bourdonnement. Mais là c'est très embêtant parce que avoir des aveux, c'est vraiment après ce qui régit le reste de l'enquête. C'est aussi autour de ça qu'un procès peut tourner, mais là, oui elle a avoué, mais on n'en a pas la preuve. Donc que vont faire les enquêteurs? Ils vont devoir se baser sur le témoignage de l'enquêteur qui était en salle d'interrogatoire avec elle et qui a reçu les aveux. Seul son témoignage sera là pour prouver qu'elle avait bel et bien avoué. Donc, selon cet enquêteur qui était avec elle à ce moment-là, Marie-Catherine aurait donc avoué avoir délibérément tiré sur Steven, mais elle dira que si elle l'avait fait, c'était uniquement par légitime défense. Elle dira que oui, le couple se disputait, qu'elle avait pris une arme comme pour se défendre au cas où ça allait trop loin,
et que Steven, à un moment donné, s'était jeté sur elle et alors pour se protéger, dans la panique, elle avait tiré sur lui. Donc dans cet aveu, effectivement, elle avoue que c'est bel et bien elle qui a tiré, même si elle dit que c'est de la légitime défense. Mais là encore, les enquêteurs vont avoir une preuve sur les lieux du crime qui va remettre en cause cette légitime défense. Selon les analyses des taches de sang retrouvées sur le matelas, il semblerait que Steven était assis lorsqu'il a reçu la balle dans sa gorge. Donc là, c'était effectivement un peu plus embêtant pour Marie-Catherine parce que si Steven était réellement en train de se jeter sur elle quand elle a tiré, c'est très compliqué de justifier le fait qu'il était assis quand il a reçu la balle. Donc pour essayer d'en savoir un peu plus sur les derniers moments de Steven, les enquêteurs ont alors interrogé l'un de ses amis. Cet ami, j'ai pas trouvé son nom, donc pour faciliter le récit, on va l'appeler Marc. Lors de cet interrogatoire, Marc va alors confier que la nuit avant la mort de Steven, il avait justement dormi chez sa mère parce que la situation était tendue entre lui et Marie-Catherine et il voulait éviter d'avoir encore des disputes. D'ailleurs, avant de dormir, Steven avait même bloqué le numéro de Marie-Catherine sur son téléphone. Ensuite, le lendemain, qui était donc le jour de la mort de Steven, Marc va expliquer avoir passé la journée avec lui. Il dira que Steven semblait vraiment inquiet et d'autant plus quand il va apprendre ce qu'a fait Marie-Catherine cette journée-là. En fait, Marie-Catherine a tenté de joindre Steven toute la nuit et toute la journée, mais elle n'a pas réussi vu qu'elle était bloquée. Elle avait donc fini par appeler la mère de Steven pour lui demander où il se trouvait et sans se douter de rien, eh bien, sa mère lui avait dit. Par la suite, alors que Steven se baladait donc avec son ami Marc, Marie-Catherine l'avait suivi dans les rues de la ville et l'avait harcelé jusqu'à ce qu'il accepte de s'arrêter et de lui parler. Marc va alors témoigner à la police qu'à ce moment-là, Marie-Catherine semblait réellement remplie de rage. Elle avait également demandé à Steven l'heure à laquelle il rentrerait à la maison pour le dîner et donc pour tenter de la calmer, eh bien Steven lui avait dit qu'il se dirigeait déjà vers la maison et qu'il serait avec elle le soir. Ça, c'était donc quelques heures seulement avant la fusillade. Donc là, le témoignage de Marc était donc extrêmement important et on va pas se le cacher. Pour les enquêteurs, l'affaire semblait au final assez facile à résoudre. Selon eux, Marie-Catherine était fâchée sur Steven parce qu'il n'était pas rentré assez tôt pour le dîner. Une dispute avait éclaté et elle lui avait tiré dessus. Donc ça, c'est ce qui paraissait être le plus logique. Marie-Catherine a finalement été arrêtée et accusée de meurtre, de voies de fait grave et de possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. À ce moment-là, l'accusation était extrêmement confiante parce qu'avec tous les témoignages et toutes les preuves trouvées sur place, il était presque sûr qu'elle soit reconnue coupable de toutes ces accusations. D'ailleurs, lors du procès, l'accusation va vraiment essayer de démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un acte de légitime défense. Parce que oui, je précise quand même que ces aveux étaient quand même la pièce maîtresse du procès et donc on partait du principe que oui, elle avait avoué avoir réellement tiré sur Steven, mais que c'était par légitime défense. Donc maintenant, tout ce qu'il restait à faire, c'était de prouver qu'elle avait bel et bien eu l'intention de le tuer. On va alors tenter de prouver que Marie-Catherine n'avait pas réellement peur de Steven. Là, grâce à de nombreux témoignages, on apprendra que ça arrivait très souvent qu'elle suive Steven en voiture et même qu'elle le coince dans un lieu public pour tenter de lui parler ou même de l'intimider. Pour l'accusation, ce n'était clairement pas le comportement d'une personne ayant très peur de Steven, donc selon eux, si elle avait eu si peur de lui, elle n'aurait jamais osé faire ça. De plus, toujours pour prouver qu'elle ne lui avait pas tiré dessus par légitime défense, la police rappellera que lors de ses aveux en interrogatoire, Marie-Catherine avait eu du mal à expliquer le fait que, soi-disant, elle avait tiré parce que Steven se jetait sur elle, alors que les taches de sang prouvent qu'il était assis au moment où il a reçu la balle. Le fait qu'elle ait semblé mentir à plusieurs reprises aux autorités n'a évidemment pas vraiment arrangé les choses. Donc, sachant tout ça, plus le procès avançait, plus le jury penchait pour un verdict de culpabilité. Effectivement, tout semblait pointer vers ça et on aurait vraiment dit que oui, une dispute avait éclaté, mais qu'au final, elle en avait eu marre et avait décidé de lui tirer dessus. Mais voilà, à un moment donné, pendant le procès, 2 des 12 jurés vont décider de prendre la parole et ils vont relever 2 incohérences, 2 gros problèmes dans cette affaire.
Il y avait dans un premier temps cette histoire d'enregistreur qui n'avait pas enregistré. En fait, ils vont rappeler que ce procès se basait sur les aveux de Marie-Catherine, aveux que maintenant elle réfutait, et donc c'était très compliqué de ne pas les entendre et de ne pas les entendre de sa propre bouche. Là, on avait simplement un seul enquêteur qui était avec elle à ce moment-là, qui dit qu'elle a effectivement avoué. Selon ces deux membres du jury, oui, ça pouvait être une preuve, mais ça ne devait pas être la preuve, ça ne devait pas être l'élément qui allait l'incriminer, parce que c'était pas assez solide au final. Selon eux, on ne pouvait clairement pas déclarer coupable Marie-Catherine simplement sur base de potentiels aveux. Oui, effectivement, la police n'est pas censée mentir, effectivement, l'enquêteur qui était avec elle est censé dire la vérité, mais ça s'est déjà vu, des enquêteurs qui mentent, donc dans un sens, je comprends que le jury a pu être mal à l'aise sur ce point. Et puis, il y a un autre point qui va être abordé par ces deux membres du jury. Ils vont expliquer qu'il y avait eu énormément de recherches dans le téléphone de Marie-Catherine. Pour vous dire, les enquêteurs avaient dépensé 1 800 $ rien que pour pouvoir fouiller toutes ces applications et pour pouvoir relever chaque message de haine, chaque message un peu bizarre qu'elle avait envoyé soit à Steven, soit à ses copines, qui pourrait prouver qu'elle était violente, qu'elle était obsessionnelle et qu'elle était effectivement passée à l'acte. Ces messages, effectivement, ils étaient incriminants. Marie-Catherine en avait envoyé pas mal, mais ce que ces deux membres du jury vont relever, c'est que la police n'avait pas fait le même travail vis-à-vis de Steven. En fait, ici, on part du principe que Steven, lui, n'était pas vraiment violent, que c'était la victime dans cette affaire, bien que la défense ait quand même partagé un message que Steven avait envoyé à Marie-Catherine qui, lui, était violent. Mais ça, c'est le seul message qu'on aura venant de Steven, c'est le seul message qui sera lu au tribunal. Et ça, c'est un problème parce que le jury avait, lui, l'impression de ne pas vraiment connaître Steven. Oui, il y avait les témoignages qui disaient qu'il était gentil, qu'il n'avait jamais levé la main sur sa copine, que c'était lui la victime. Il y avait effectivement tous ces messages envoyés par Marie-Catherine montrant qu'elle était effectivement violente. Mais pourquoi est-ce que la police n'avait pas déployé autant de moyens juste pour vérifier que Steven n'était pas violent lui aussi? Entendons-nous bien que ici je fais vraiment l'avocat du diable et que j'essaye vraiment de vous décrire au mieux les propos de ces deux jurés pour comprendre un petit peu l'ambiance qu'il y avait lors de ce procès. D'ailleurs, par rapport à ce message assez violent que Steven avait envoyé à Marie-Catherine, je vais un petit peu plus vous développer cette histoire. En fait, la défense va expliquer que quelques temps avant la fusillade cruciale, eh bien, le couple avait décidé de rompre pendant un moment, mais ils s'étaient remis ensemble. Pendant cette rupture, Marie-Catherine avait eu un rapport sexuel avec un ami de Steven. Évidemment, Steven l'avait découvert et il l'avait très mal pris, et c'est dans ce cadre-là qu'il avait envoyé ce message à Marie-Catherine, je vais vous le lire. « Tu voulais être avec moi, ce n'est pas comme la situation dans laquelle j'étais. Ça ne m'inquiète pas, je vais juste te défoncer pour m'avoir fait du mal. » Ok, c'est violent, mais du côté de l'accusation, ils ont un petit peu réfuté ça en disant que oui, Steven avait l'air très agacé, très énervé, mais en même temps, il venait de comprendre que sa copine avait eu une relation avec l'un de ses amis, puis selon eux, c'était compréhensif qu'il s'énerve. Pour eux, ce simple message dans cette situation ne pouvait pas dépeindre le fait que Steven était effectivement un homme violent. C'est vrai, pour le coup, je suis assez d'accord avec eux, mais ils n'ont pas fait plus de recherches, donc on ne sait pas s'il y a plus de messages du genre ou si c'est effectivement le seul. On ne sait pas. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je vous raconte là, mais en gros, si on veut prouver que Marie-Catherine n'était pas en état de légitime défense, qu'elle a bel et bien voulu faire du mal à Steven, il faudrait pouvoir prouver que Steven était bel et bien un homme sain et non violent, et pour ça, il aurait fallu avoir la preuve qu'il n'avait pas envoyé plus de messages de ce genre. Avec ça, les autres membres du jury ont eux aussi été convaincus et tout le monde s'est dit que oui, Marie-Catherine était sans doute coupable, mais les preuves qu'il y avait n'étaient pas formelles, elles étaient toutes assez bancales et donc le jury ne pouvait pas vraiment dire oui, on va la déclarer coupable parce qu'il n'y avait rien qui tenait vraiment. Au fond, c'était comme si la justice, les enquêteurs étaient tellement sûrs d'eux, tellement sûrs qu'elle allait être condamnée, qu'ils n'ont pas cherché plus loin à avoir des preuves qui étaient indéniables. Ils avaient certaines preuves, ça voulait à peu près tout dire, mais elles n'étaient pas béton. Et malheureusement, au procès, ça s'est énormément ressenti. Par contre, il faut bien se rendre compte que les procureurs, eux, étaient réellement convaincus de la culpabilité de Marie-Catherine. Et d'ailleurs, ils étaient vraiment choqués de voir la façon dont tournait ce procès.
Surtout qu'il faut quand même se rappeler des éléments qu'on a contre Marie-Catherine. Tout ce que les témoins avaient dit contre elle, le fait que les taches de sang prouvent que lorsqu'elle a tiré sur Steven, il était assis, les taches de graisse sur le chargeur montrant que c'est bel et bien elle qui avait manipulé l'arme, qu'elle l'avait chargée de ses propres mains, mais également les assiettes par terre qui prouvent qu'il y avait bel et bien eu une dispute. Mais bon, au final c'est assez dingue, mais Marie-Catherine Higdon a été déclarée non coupable de toutes les accusations portées contre elle et elle a ensuite été libérée de sa garde à vue et a pu retrouver sa famille. Évidemment, ça a été quelque chose de très difficile à supporter pour la famille de Steven, et d'ailleurs aujourd'hui sa mère, qui s'appelle donc Jennifer, pense toujours que son fils a été victime de violences domestiques et elle essaye de partager son histoire le plus possible. Voilà, c'est comme ça que se termine cette affaire. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs versions des faits, c'est très compliqué. Au final, oui, il y a eu un procès, il y a eu un verdict, mais on n'en sait pas énormément plus. On sait que c'est bel et bien Marie-Catherine qui s'en est pris à lui, mais on ne connaît pas tout dans cette affaire, on ne connaît pas les tenants et aboutissants et ça, c'est extrêmement frustrant. Par contre, je tiens vraiment à préciser une chose, à aucun moment mon but est de tacler la victime, de dire que Steven était quelqu'un de méchant ou pire, qu'il aurait mérité ce qu'il a eu, je veux pas dire ça. Quand j'ai parlé de toutes les choses qu'il y avait contre lui, c'est vraiment pour qu'on comprenne pourquoi à la fin il s'est passé ce qui s'est passé et que le procès est fini comme ça. Je trouve ça vraiment horrible ce qui s'est passé, je suis vraiment très triste pour Steven, je suis vraiment très triste pour la famille et j'espère vraiment qu'ils arriveront à se relever de tout ça. Mais en tout cas aujourd'hui, je pense qu'ils ont trouvé comme un sens à tout ça en luttant contre les violences domestiques et ça dans un sens c'est important pour eux et c'est bien qu'ils aient trouvé une chose à laquelle se raccrocher. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste histoire, c'est comme ça que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!